Bonsoir à toutes et à tous. Nous sortons de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui s'est déroulée du 25 novembre au 10 décembre et qui rappelle chaque année l'urgence de protéger les droits fondamentaux, en particulier ceux des femmes et des groupes vulnérables. Ce 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, est également un moment pour regarder lucidement la situation en Côte d'Ivoire. Le rapport 2024 du Conseil national des droits de l'homme présente un tableau à deux visages. D'un côté, des progrès notables dans les droits civils, politiques, économiques et sociaux, et de l'autre côté, des fragilités persistantes, une lutte anticorruption insuffisante, des violations environnementales liées à l'exploitation minière, des tensions intercommunautaires et un CNDH encore limité par ses moyens. Alors, sommes-nous face à de vrais progrès ou à des illusions institutionnelles? Pour en débattre ce soir, nous recevons sur ce plateau Maître Ben Meïté, avocat et président du réseau des parlementaires pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Merci, Maître, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. En face de vous, il y a Monsieur Ghislain Pelibien Koulibaly. Je rappelle que vous êtes sociologue et spécialiste genre et masculinité positive. Merci également à vous d'être sur ce plateau. Merci, c'est bien cela. On va démarrer ce débat en laissant la parole à Maître Ben Meïté. Pour commencer, le CNDH parle de progrès réels en 2024. Selon vous, quels sont les acquis les plus tangibles? Je vous remercie déjà pour ce cadre que vous créez pour parler effectivement d'un sujet assez important. Il s'agit des droits de l'homme. Vous savez que les droits de l'homme ne sont pas une donnée théorique. C'est une donnée pratique et qui concerne tous les pans de notre société. Alors, parlant du rapport du CNDH, je voudrais d'abord féliciter cette institution de la République, avec à sa tête cette dynamique présidente, Mme Lamizana Sangaré, à qui je vous laisse dire un bonsoir au passage. Effectivement, la Côte d'Ivoire a connu des progrès importants en matière de droits de l'homme. Vous avez noté effectivement que d'un point de vue organisationnel de l'État, nous avons noté effectivement beaucoup d'avancées à travers notamment la construction d'édifices, d'un point de vue normatif, avec les différents textes qui ont été adoptés à l'initiative du gouvernement, de M. le Président de la République et adoptés par le Parlement. Vous avez pu noter effectivement qu'il y a une révision, d'énormes révisions du code pénal et la création de certaines institutions comme le pôle pénal économique et financier, avec également la mise en place des institutions comme la bonne gouvernance. Je pense que cela participe des droits de l'homme. En matière d'éducation, vous avez pu noter que la Côte d'Ivoire a pu créer d'énormes infrastructures scolaires et de santé. Je pense que tout ça participe effectivement de ce que le CNDH a appelé des progrès. Mais naturellement, il y a des insuffisances parce que les droits de l'homme constituent quand même un idéal. On aura l'occasion de revenir sur les insuffisances. On va permettre à Ghislain Koulibaly d'apporter un point de vue sociologique sur le contenu que vous venez de prononcer. Ces progrès annoncés par M. Ben Meïté, est-ce que vous pensez que cela se ressent au cœur des communautés en Côte d'Ivoire? Oui, absolument. Je pense que quand on aborde la question des droits de l'homme, on fait allusion tout de suite au respect de la dignité humaine. Alors, pour nous, sociologues, quand on aborde la problématique des droits de l'homme, il faut renvoyer sociologiquement aux interactions sociales, aux relations humaines. Donc, c'est une relation sociale qui peut être positive ou négative. Lorsque la relation est positive, on parle de dialogue, on parle de communication, on parle de négociation, de conciliation, là où on parle de respect de la dignité. Mais lorsque la relation est négative, vous allez constater qu'on a une montée en puissance d'opposition, de protagonistes, de confrontation, de division, et ça va jusqu'au conflit. Et vous constaterez que lorsqu'on est dans ce cas de figure, rapidement, on a certaines parties qui vont vous dire que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Lorsque je fais un focus sur le Conseil national des droits de l'homme, oui, aujourd'hui, quand on regarde le positionnement du CNDH-CI dans l'imaginaire collectif, on se rend bien compte qu'un indicateur peut nous permettre de dire qu'il y a de bons progrès. Ce sont les saisines. Aujourd'hui, il y a beaucoup de saisines auprès de cette institution, simplement parce que le CNDH-CI a déployé en termes de stratégie plusieurs leviers. D'accord. Vous conviendrez avec moi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose d'une université des droits de l'homme. Et aujourd'hui, quand on regarde cumulativement, on est à environ 6 000
auditeurs qui ont été formés grâce à ce levier. Vous avez le CNDACI qui organise des audiences foraines éclatées. Donc la question de l'identification, on parle de droits de l'homme, mais le droit de l'homme commence par l'existence juridique, donc l'identité. Et là-bas, on a beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation. N'oublions pas que le CNDSCI a pris également à bras-le-corps la problématique des violences basées sur le genre, on en parlera. Mais quand vous regardez la périodicité de la production des rapports, vous vous souviendrez que récemment, la présidente et toute son équipe ont remis au Premier ministre le rapport annuel de 2024, au président de la République, au Premier ministre, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Donc on peut féliciter et saluer la présidente et toute son équipe pour le travail qui a abattu. Au nom de cette transparence, on a invité également le CNDH sur ce plateau, mais à cause d'un agenda particulièrement très chargé, vu que cette date du 10 décembre marque donc la célébration de la journée des droits de l'homme. Ils n'ont pas pu être présents, mais ils nous promettent justement une interview exclusive pour en parler en fond en comble. Alors, Maître Ben Meïté, est-ce que vous diriez, c'est vrai qu'on parle d'amélioration dans les secteurs politiques au niveau civil, mais finalement, est-ce qu'on estime qu'ils sont assez solides ou finalement ils sont un peu fragiles? Vous savez, je l'ai dit tantôt que la question des droits de l'homme est une question assez particulière. Parce que tous les domaines de notre société, tous les leviers de la société sont concernés. Et quand je regarde les efforts qui ont été déployés par le président de la République, ensemble avec les initiatives qui sont prises par certaines institutions, comme le CNDH, parce qu'il a brillamment développé, j'ai pu risquer de dire que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde même les objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 16, vous savez que la gouvernance, ensemble avec le respect des droits humains, constitue un indicateur de performance dans la gouvernance. Je puis dire, et sans risque de me tromper, que la Côte d'Ivoire est bien partie. La Côte d'Ivoire est bien partie. Dans quelle catégorie sociale on constate le plus d'avancées en termes de respect des droits de l'homme? Alors, je puis dire que du point de vue de la perception sociale des communautés, c'est vrai qu'on dit que la Côte d'Ivoire est bien partie, mais pour l'observateur que je suis, ce que j'observe, symboliquement, prenons la date du 8 décembre. Le 8 décembre, nous avons constaté qu'il y a eu l'investiture du président de la République. Et donc, un vote ou une élection régulière qui aboutit à l'investiture du président. Mais dans le même temps, vous avez l'ancien président de la République qui est actuellement à la tête du PPACI, qui introduit, donc qui demande à son avocat de saisir la CPI à l'effet justement de rechercher les auteurs, puisque il a été acquitté après 9 ans. Donc ça présente deux visages. On a une catégorie des Ivoiriens qui estime que par le vote, on peut avoir accès à la magistrature suprême. Donc, le mode de gouvernance choisi par ces personnes-là, c'est le mode de gouvernance démocratique. Et donc, ils rejettent le parti unique, ils rejettent tout ce qui est autorité dictatoriale. Et donc, pour nous, c'est la liberté d'expression, c'est une catégorie d'Ivoiriens. Mais on a une autre catégorie d'Ivoiriens, malheureusement, qui estime qu'il n'y a pas respect des droits de l'homme. Parce qu'il y a méfiance. Méfiance en nos institutions, surtout les institutions de gouvernance électorale. Parce que vous avez entendu dans ce pays des hommes dire que la justice est aux ordres du parti au pouvoir. Vous avez entendu dire que la CEI reçoit ses instructions du parti au pouvoir. Et donc, il ne faudrait pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a eu l'investiture, mais on a une catégorie d'Ivoiriens qui estiment que nous ne sommes pas dans un débat démocratique, simplement parce qu'il y a crise de confiance et ils n'ont plus confiance aux forces de défense et de sécurité. Moi, j'ai entendu dire, par exemple, que le général Apallo, le DG de la police, etc., tous sont aux ordres. Donc, il ne faudrait pas se leurrer. Les droits de l'homme, c'est un baromètre de l'État et ce baromètre-là montre qu'il y a problème. Et la crise est profonde. La crise est profonde parce qu'on a l'impression que nous sommes côte à côte, nous ne sommes pas ensemble. Il faut encore questionner pour améliorer l'expression des droits de l'homme. Maître Ben Meïté, la crise est profonde. Vous,
en tant qu'observateur également et avocat, quel secteur vous semblez avoir connu dans lequel il y a des avancées en ce qui concerne le respect des droits de l'homme? Alors moi je vais dire, mais tous les domaines sont visités. Ok. Tous les domaines sont visités. Mais ce qu'il dit, je vais rebondir dessus. Vous savez, il y a deux choses. Il y a la réalité politique. Bon, il fait une lecture sociologique. Et c'est une réalité. Mais est-ce que ça pourrait être suffisant pour mettre en cause la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la pratique, la réalité des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Il y a une question communautaire qui est profonde. Nous avons hérité d'une histoire politique. Ensemble avec les querelles auxquelles nous avons assisté en Côte d'Ivoire, les conflits sociopolitiques, mais qui sont aujourd'hui derrière nous, heureusement. Mais je voudrais seulement spécifier que quand on essaie d'avoir un regard critique et objectif sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, il faut visiter tous les leviers de la nation, de l'État. Alors, la première chose, c'était un droit à la santé. Le droit à la santé fait partie des droits de l'homme. Le droit à l'éducation, le droit à un environnement sain, le droit à avoir tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il y a une question infrastructurelle qu'il faut visiter. Mais vous êtes d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire a fait un bond sérieux, mais un bond vertigineux. Depuis 1960, date l'année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, je pense qu'en 15 années, le président Alassane Ouattara a réalisé ce que même le président de la République d'alors, notre référent commun, qui est le président Félix Houphouët-Boigny, n'a pu réaliser. Parce que de ma culture, un bon enfant fait plus que son père. Et je pense que le président Ouattara n'a fait que donner forme à cet adage-là. Mais au-delà, vous avez pu noter également en matière d'éducation. L'école est gratuite. Nous avons la construction, effectivement, de nombreuses infrastructures scolaires et universitaires. Rappelez-vous, quand le président, après effectivement l'avènement du président, après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, nous avions en ce moment, je crois quelque peu, 2 universités. Mais aujourd'hui, nous avons de nombreuses universités. Nous avons une réalité administrative. Nous avons une volonté de combattre des fléaux comme la corruption, avec notamment la création du pôle pénal économique et financier, qui fonctionne véritablement. Il y a la lutte contre la corruption. Il y a encore des efforts à faire, comme l'a signifié le CNDH. On aura l'occasion de revenir. C'est de savoir quels sont les leviers qui sont visités par effectivement cette thématique importante. Je vous ai indiqué que tous les leviers de la gouvernance sont visités. Mais effectivement, les droits de l'homme constituent un idéal. Et cet idéal-là, il appartient à chacun de conjuguer les efforts, appuyer le gouvernement. Et j'ai un appel à l'opposition. Parce qu'effectivement, avec ce qu'il a dit, c'est une réalité. Il faut que les gens se mettent dans une posture de citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui était une entité de la res publica, de la République, la chose de tous. Mais il faut que chacun puisse avoir le sentiment d'appartenance à la République et à s'approprier les initiatives collectives. Mais c'est dommage que c'est le jour où le président de la République prête serment, après avoir effectivement été élu brillamment à la tête de l'État, que des personnalités qui ont dirigé ce pays, c'est l'occasion pour eux effectivement de pouvoir discréditer cette initiative-là par des initiatives pareilles. Mais dans tous les cas, ça reste un droit. Ça reste un droit, c'est une juridiction, c'est un droit, c'est rien de nouveau. Et je suis persuadé qu'il n'a qu'à chercher ailleurs, parce que lui-même est innocenté, je voulais le dire, je voulais aussi le dire. Être innocenté par la justice ne fait pas de vous le non-auteur des façons qui sont commises. Alors, c'est pas ça le débat. Voilà. C'est pas ça le débat. On va véritablement revenir à nos mots et temps. Permettez qu'on poursuive Maître Méité. Excusez-moi. J'ai envie de poser une autre question. Les rapports officiels... Non, on va poursuivre. C'est pas ça le débat. Les rapports officiels qu'on a l'habitude de nous servir, que les institutions nous servent, est-ce que tout cela renvoie véritablement à la réalité du terrain? Oui, moi je voudrais rebondir pour permettre à Maître de reprendre la parole. Je voudrais dire que l'État de Côte d'Ivoire, inlassablement, travaille chaque jour pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. La thématique des droits humains ou des droits de l'homme est une thématique transversale. Et Maître l'a dit, cette thématique se retrouve dans tous les secteurs d'intervention. Si vous prenez par exemple le système de l'éducation, oui, il y a eu beaucoup d'efforts, mais au moment où on fait les efforts dans tous les secteurs d'intervention, il faut savoir d'où on vient.
n'oublions pas que la Côte d'Ivoire a été caractérisée par plusieurs ruptures de liens sociaux. Il y a eu, souvenez-vous, de 99, souvenez-vous de 2002. Et donc ce pays a connu des fractures sociales importantes qui ont impacté le bien-être et l'amélioration des conditions de vie. Et donc, lorsqu'en 2010 ou 2011, on cherche à redresser pour créer un environnement sûr, je prends le secteur de la sécurité. Parce que le droit à la sécurité, mais c'est aussi un droit de l'homme. Lorsqu'on en 2011, on est à 6,8, indice de sécurité. Et aujourd'hui, en 2024, on est à 1,2. Et donc, là, c'est un exemple concret pour dire que les droits de l'homme sont une réalité en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez circuler du sud au nord, de l'est à l'ouest, c'est une réalité palpable. Alors, les droits de l'homme sont une réalité en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit. Oui. Mais je vais aborder la question de façon sectorielle pour parler justement de l'exploitation minière, Maître Ben Meïté. Est-ce que vous pensez que telle qu'elle est pratiquée, elle respecte mais véritablement les droits de l'homme? Ben ouais, mais vous savez, nous sommes dans un domaine assez particulier, le secteur minier. Alors, le gouvernement fait d'énormes efforts. Lesquels? La surveillance des permis d'exploitation. Parce que lorsque des permis d'exploitation sont délivrés à des entreprises, ça fait un cahier de charge. Vous savez, c'est les hommes. La loi est faite pour les hommes. Il appartient aux hommes d'avoir d'abord l'esprit citoyen. Ça, c'est d'abord important. Maintenant, les exploitants miniers, eux-mêmes, doivent se conformer aux textes réglementaires. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais avec les déferlements qu'on assiste au pôle pénal économique et financier, j'ai pu risquer de dire qu'il y a une volonté d'assainir le milieu. D'accord. C'est vrai, les populations sont souvent impactées par ces exploitations en raison de ce que ceux à qui les permis d'exploitation sont délivrés ne respectent pas souvent les cahiers de charges. Moi, je voudrais demander à l'exécutif d'approfondir effectivement la surveillance et de continuer cet effort-là pour que effectivement nos concitoyens ne puissent pas être davantage victimes de ces exploitants. Maître Ben Meïté a parlé d'actes citoyens. Ça m'emmène à poser une question. Est-ce que les citoyens de Côte d'Ivoire ont des informations véritables, sont suffisamment informés de leurs droits environnementaux? Alors, je pense que c'est un idéal. Le droit à l'information environnementale, c'est un idéal. L'État y travaille avec ses services compétents. Mais ce que je puis dire, c'est que en matière de gouvernance minière, il reste encore beaucoup de défis. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un fléau, l'orpaillage clandestin, qui gangrène aujourd'hui notre économie et notre système, parce que ça pollue nos eaux. Et ça crée d'énormes difficultés aux communautés. Mais moi, je voulais mettre le focus sur un défi émergent. Lesquels? Ce sont les nombreux cas de violence basés sur le genre qui gravitent autour de cet orpaillage clandestin. Savez-vous que les femmes qui sont dans ce réseau sont très souvent victimes de violences psychologiques et émotionnelles? Or, la violence psychologique et émotionnelle va pouvoir toucher l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a des cas de viol non loin de ces sites. Il y a de la prostitution. Et donc, en matière de gouvernance, il faut justement qu'on essaie de voir la prise en charge de ces nombreux cas de violence, surtout faites aux femmes, il faut le dire. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans des sociétés patriarcales où on a l'idéologie patriarcale qui légitime la domination masculine. Donc, l'homme qui est autoritaire, qui est puissant, est dans une relation déséquilibrée. Et cela peut vulnérabiliser davantage les femmes. Et dans ce cas-là, que fait la justice, justement? La justice est au travail. Vous avez pu noter, effectivement, je voudrais même saluer les initiatives du général Apallo, avec la gendarmerie nationale, ensemble avec la police nationale qui avait initié... une tournée? Même pas plusieurs tournées, notamment dans les zones à risque par rapport à l'orpaillage clandestin. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la justice fonctionne. C'est justement pour cela qu'il faut rapprocher davantage la justice des populations. Et c'est justement pour cela que les anciennes sections détachées des tribunaux sont aujourd'hui des tribunaux de première instance. Nous avons la création, effectivement, d'infrastructures pour renforcer la capacité des juridictions. J'appelle
à davantage effectivement de construction, parce que je suis persuadé que, je pense que le président y pense, qu'un département administratif, chaque département administratif doit quand même être doté d'infrastructures judiciaires. Ça va renforcer la lutte contre ces genres de fléaux qui gagneraient notre économie. Mais moi j'ai un commentaire. Oui, dites-nous. Parlant des tribunaux, effectivement les institutions judiciaires aujourd'hui en termes de perception sont aux ordres, il y a une véritable méfiance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de construction de tribunaux, mais regardons, est-ce que véritablement, quand on regarde la MACA ou le PPA, regardons les conditions de détention, quel est l'environnement carcéral? Je prends par exemple le rapport du CNDHCI qui a dit qu'on était dans une sorte de surpeuplement. Je vais dire au niveau de l'environnement carcéral. Est-ce que véritablement notre justice travaille à faire en sorte que ceux qui sont reconnus responsables ou coupables soient dans la correction, dans la formation, pour une meilleure intégration socio-économique ou socio-communautaire après avoir purgé justement leurs fautes dans cet espace carcéral? Est-ce que c'est ça la justice ivoirienne? Alors justement, enfin, vous mettez les pieds dans le plat, Maître Ben Meïté, justement à propos de cette question, vous qui êtes donc au cœur de l'appareil judiciaire, qu'est-ce qui vient expliquer le surpeuplement au PPA? Moi, je ne suis pas au cœur du système judiciaire. Bon, enfin, vous êtes avocat, c'est pour ça que je dis. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, et c'est justement pourquoi le CNDH a été créé. Parce que contrairement à une certaine perception, il y a certaines qui voient le CNDH comme Amnesty International. Ce n'est pas une structure de critique. D'accord. Il faut le savoir. Nous parlementaires, nous avons mis en place cette institution pour servir de conseil au président de la République et au gouvernement. Donc c'est le baromètre de l'activité en rapport avec les droits de l'homme. Donc quand le Conseil national des droits de l'homme produit un rapport, ça permet à l'exécutif de savoir ce qui ne va pas et a envie de les amener effectivement à corriger et à accentuer ce qui va. Relativement à la chute de mon co-débatteur, mais vous savez, la justice, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits chaque jour. Effectivement, j'en conviens, la MACA aujourd'hui n'est plus adaptée par rapport effectivement au nombre de détenus. Et c'est pour cela que je pense que le gouvernement est en train de travailler pour mettre en place des mécanismes alternatifs à la détention. Et j'appelle effectivement de tous mes voeux la réalité de cette initiative-là. Par exemple, je vois mal un garçon, un délinquant primaire qui va voler un portable sur une table au marché, qui arrive effectivement devant le juge des flagrants délits, qui est condamné à 3-6 mois de prison. C'est un vol. Donc la peine est conforme au texte. Mais est-ce que fondamentalement, est-ce qu'il a besoin d'aller passer 6 mois en prison pour un vol de portable? Pour moi, il faut des mécanismes alternatifs. Il faut l'amener effectivement à réaliser des travaux d'intérêt commun. Nous avons nos rues, nous avons nos hôpitaux, nous avons nos écoles. Pour vous, ça doit être ça la punition? Pour moi, cette punition, parce que la détention, c'est pour la correction. Vous avez vu, vous avez un enfant qui est rebelle, qui ne travaille pas bien à l'école, vous avez 2 choix. Vous pouvez lui porter, mais on vous dira, attention, les enfants ont des droits. Il faut l'intégrité physique, il faut respecter. Mais vous avez des moyens de punir cet enfant. Vous pouvez lui demander effectivement, donc aujourd'hui, c'est toi qui vas nettoyer le salon. C'est une punition. Et il comprendra que désormais, s'il fait la même faute, s'il commet la même faute, voici une telle punition, ça peut être un peu plus aggravé. Il faut trouver des modalités, des mécanismes alternatifs à la détention pour ne pas qu'à tout bout de champ, des mandats puissent être décernés ou des personnes effectivement puissent être privées de leur liberté. Je pense que le gouvernement y pense parce que la dernière fois, en tant que président de la commission de l'affaires générales institutionnelles, parce que je suis l'interlocuteur privilégié, ma commission est l'interlocuteur privilégié du gouvernement, du président de la République à travers le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et au cours de nos débats, il a eu effectivement à aborder la question. Je pense que c'est une projection gouvernementale. Je prie Dieu que les moyens
de l'État permettent la réalisation de cette belle initiative-là. Alors, j'aimerais rester encore avec vous pour parler cette fois des violences basées sur le genre. Nous sortons des 16 jours d'activisme. C'est quoi le bilan que vous tirez de l'évolution des droits des femmes? Alors, moi, je pense qu'il y a quand même une amélioration. Les femmes sont de plus en plus pénétrées de leurs droits. Vous savez, la première tare de l'être dans une société, c'est le manque d'information et de formation. Aujourd'hui, avec les initiatives des organisations non gouvernementales, les ONG, le CNDH, avec toutes les structures, le ministère de la Femme, de la Famille, il y a une véritable promotion des droits des femmes. Mais aussi parce que quand on parle de violences basées sur le genre, généralement les personnes ne pensent seulement que les violences faites aux femmes. C'est pas pareil. Il y a des hommes également qui subissent la violence. Bien sûr. Mais aujourd'hui, bon, de plus en plus, quand on essaie de voir les ratios, c'est plutôt les femmes qui sont de plus en plus victimes. Et il a parlé de société patriarcale. Exactement. Mais avec, quand on voit de façon normative, avec les textes de loi qui ont été prises, à l'initiative du président de la République, je peux risquer de dire que la volonté gouvernementale est réelle et les punitions s'en suivent. En même temps, les moyens sont dégagés pour sensibiliser contre ce fléau. Alors, moi, j'ai une autre lecture. Dites-nous. Moi, j'ai une autre lecture, moi-même en tant que spécialiste de cette question. Je dirais que, d'abord, si on regarde le document de référence, c'est la stratégie nationale de lutte contre les VBG qui a été produit en 2014. Et la prise en charge est holistique. Mais ce cas-là, c'est vraiment les cas dénoncés et effectivement pris en charge. Nous sommes dans une société qui est caractérisée par la loi de l'omerta. C'est la loi du silence. Et donc, quand vous regardez le mécanisme GBV-AMS, il réduit notre gouvernement systématiquement à une collecte de cas de VBG, à une prise en charge. Et donc, véritablement, on est dans une sorte de recherche d'égalité réelle en réduisant les VBG. Mais on peut aller plus loin en s'inscrivant dans une approche transformationnelle du genre. Questionnons les normes sociales. Que disent nos normes sociales patriarcales? Que disent les stéréotypes sexistes? La femme est une cadette sociale. L'expression de l'idéologie patriarcale, c'est dans la cellule familiale. Ensuite, c'est l'école. C'est nos entreprises, donc nos cercles professionnels. Donc pour nous, tant qu'on ne questionne pas notre socialisation à la base, pour que les communautés reconnaissent qu'effectivement, l'homme n'est pas supérieur à la femme. On est tous égaux en droit et en dignité. En termes de résistance culturelle, oui. Qu'est-ce qui freine justement cette égalité homme-femme? Mais ce qui freine, c'est la masculinité toxique. Une étude a été réalisée par le réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire, dont je suis le président fondateur, en collaboration avec le ministère de la Femme Famille et financé par un autre partenaire. Mais les résultats sur l'ensemble du territoire, avec un échantillonnage, a montré que les hommes sont les principaux auteurs des VBG en Côte d'Ivoire. Et l'idéologie patriarcale, nous en sommes les vecteurs. Et en fait, ce sont les hommes qui sont les principaux artisans du règlement à l'amiable. Donc, si on arrive à cibler les hommes, transformer la masculinité, on va réduire les VBG. Il nous faut une masse critique d'hommes en Côte d'Ivoire qui comprennent que le recours à la violence, ce n'est pas pour discipliner la femme. Parce que c'est ça la perception sociale. Le recours à la violence, ce n'est pas l'expression de la virilité de l'homme. Le recours à la violence n'est pas satisfaction de la vulnérabilité masculine, mais sortons du contexte de banalisation de la violence en Côte d'Ivoire, sortons du contexte de la normalisation de la violence en Côte d'Ivoire, sortons de l'impunité. C'est les hommes, il faut cette masse critique où la masculinité, c'est l'empathie, où la masculinité, c'est la démocratie, le respect de la dignité, et c'est la non-violence. Tant qu'on ne rentre pas dans cet esprit, on ne pourra pas réduire. Et ce qui me gêne, est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire perd 6 à 8 milliards de dollars chaque année? Je me réfère au rapport de la Banque mondiale de 2017. Et si l'émergence était une femme? Ça veut dire que les VBG ont un coût.
un coût économique qui impacte notre PIB. Si notre PIB n'est pas à 2 chiffres, simplement parce que la politique genre n'est pas mise en œuvre et qu'il y a une persistance des VBG. Maître, il faut la promotion de la masculinité positive en Côte d'Ivoire. Maître, c'est un tableau assez sombre décrit donc par votre co-débatteur, M. Ghislain Coulibaly. On se pose la question de savoir ce qui pourrait manquer au cadre juridique pour mieux protéger les victimes de VBG. Non, mais je pense que le cadre juridique existe. Nous avons des textes. Nous avons pris récemment des textes sur la violence domestique et tout ça. Oui, 2021. En 2021. Mais, comme il a dit, il faut interroger d'abord le citoyen sur sa perception de ses propres lois. Donc, il faut davantage de formation et d'information. Mais ce que je voudrais dire, il a dit quelque chose d'assez important, d'interroger nos cultures en relation avec la volonté politique affichée de combattre cette forme de violence qui est souvent culturelle. Et j'en conviens. En termes d'égalité, je pense qu'il faut relativiser aussi. Alors, quand j'essaie de voir, j'ai devant moi, je fais comme mon président bien-aimé, la Constitution de Côte d'Ivoire, j'ai m'amuse comme ça à regarder, il y a un paragraphe, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e paragraphe de notre préambule. Affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales. Alors, est-ce que la violence est une valeur chez nous? Pas du tout. Mais est-ce que l'égalité telle que prônée au Nord est l'égalité qui pourrait être prônée chez nous en relation avec effectivement les valeurs qui sont les nôtres? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que la femme égale de l'homme? La femme ne peut jamais être égale de l'homme. Physiquement, ce n'est pas possible. Mais cette égalité, je pense qu'il faut la définir. Il faut lui donner un contenu pour qu'elle soit adaptée à nos réalités culturelles, spirituelles et morales. Il faut que la femme soit formée. La femme soit formée à ses droits, mais aussi à ses devoirs, en lien avec nos réalités culturelles, spirituelles et morales. Mais sans forcément, ce n'est pas en contradiction. Parce que, figurez-vous, avec l'avènement des réseaux, de l'Internet, on constate de plus en plus qu'il y a une occidentalisation de notre société. Et pour moi, nos sociétés reposent sur des valeurs. Je pense que dans le passé, par rapport effectivement à nos ancêtres, les femmes n'étaient pas brimées, les femmes étaient choyées, les femmes n'étaient pas violentées, les femmes étaient éduquées. C'est un peu tout le contraire aujourd'hui? Le contraire, parce que nous avons perdu nos repères. Nous sommes dans une situation, et je pense que le sociologue est bien placé pour en dire, nous avons perdu des repères. Nous sommes devenus effectivement une société hybride. Nous ne sommes pas des Occidentaux, nous ne sommes pas des Africains, et les enfants de nos jours, les jeunes d'aujourd'hui, ne sont même pas pénétrés de leurs propres valeurs, de leur propre culture, de sorte qu'effectivement tout vient d'ailleurs. Vous avez vu noter effectivement qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est vrai que ça en parle, mais il faut des débats qu'il faut poser. Quelle est aujourd'hui la perception d'une relation entre deux hommes en relation avec les termes de notre loi fondamentale, notamment le préambule? Est-ce que c'est mal? Comment on conçoit? Mais quel sera le regard de l'extérieur sur une perception qu'on pourrait avoir sur cette donnée? Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin à un moment donné, comme tout pays africain, de s'asseoir, de s'orienter, de prendre une décision. Ghislain Coulibaly a également parlé de la responsabilisation des hommes dans cette lutte contre les VBG. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Mais bien sûr, je suis d'accord avec lui. J'en conviens. Et c'est pour ça que j'ai parlé de promotion, de formation. Parce que généralement, je disais à la présidente du CNDH que c'est vrai de faire des formations à l'attention des femmes, pour les éduquer, pour les former sur leurs droits. Mais vous savez, les hommes ont davantage besoin de formation. Parce qu'on pense que c'est évident avec les hommes. Il a beau être un haut cadre, intellectuel, mais il est tributaire d'un passé, d'une histoire. Figurez-vous, vous avez un petit garçon dont la mère est battue par son père à son bas âge. Et il grandit avec cet esprit où c'est la mère qui crie, où c'est le père qui crie, donc qui gronde la mère chaque fois et qui la violente. Quand il grandit avec ça, mais il y a le complexe effectivement freudien.
il va reproduire justement la meilleure manière pour lui d'imposer effectivement sa masculinité, sera par ce moyen. Donc il y a une pathologie psychologique dont il faut guérir. Je pense qu'on a besoin effectivement d'une sorte de guérison collective. Il faut rééduquer, il faut réapprendre à être citoyen dans un État moderne. Alors, le CNDH n'est pas représenté sur ce plateau, mais on a un sociologue, donc un observateur aguerri. Est-ce que vous pensez que cette institution est perçue par les populations de très proche ou de très loin? Non, je pense qu'il y a un travail formidable qui a été fait par le CNDHCI avec la présidente Namizata Sangaré et toute son équipe. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à Niamey, le CNDH était en proximité avec la population. Il y a eu des jeux avec des goodies sur les droits de l'homme pour voir est-ce qu'ils savent ce que c'est que les droits de l'homme. C'est vrai qu'ils ne vont pas vous dire techniquement les droits de première génération, les droits de deuxième génération et autres, mais ils expriment dans leur jargon ce que c'est que les droits de l'homme. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, l'indicateur, c'est les saisines. De plus en plus, il y a des dénonciations qui sont faites à partir de cette institution. Donc pour moi, c'est un très bon indicateur pour dire qu'on travaille à une appropriation de l'institution au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau communautaire. Et vous avez vu qu'il y a une montée en puissance de cette institution sur la problématique des VBG. Vous savez quoi? Les VBG, c'est une violation flagrante des droits humains. Exact. C'est une violation. Il faut que les gens le sachent. Et on commet l'acte de violence en raison du sexe du partenaire, en raison de la vulnérabilité ou en raison de la dignité et de l'identité de genre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le paradoxe que nous avons dans ce pays, c'est que l'État fait de nombreux efforts. Mais en dépit des efforts consentis, on constate une persistance. Mais justement, la persistance est liée aux obstacles structurels. Donc c'est profond. La religion, savez-vous que la religion n'est qu'un levier de prolongement de l'idéologie patriarcale? La religion, c'est-à-dire c'est l'hégémonie masculine, c'est-à-dire c'est la domination masculine. Savez-vous que les us et coutumes sont le prolongement de l'idéologie patriarcale? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été bercé. Dans mon enfance, on m'a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Allez questionner les statistiques. On était au niveau de l'AFOR en 2021 à 12% de certificats fonciers individuels détenus par les femmes. Oui, avec les efforts de l'AFOR, ça a pu s'améliorer. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, les femmes de Côte d'Ivoire n'ont pas un accès en quantité à la terre, n'ont pas un accès en qualité parce qu'elles sont confinées dans les bas-fonds ou dans les cultures vivrières et elles n'ont pas la capacité de transmissibilité. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés, la femme n'a pas de droit de façon durable à la terre. Et la conséquence, c'est qu'on a des veuves qui sont dépossédées. Mais c'est une question de droit de l'homme. Mon souhait, c'est de dire il faut que les populations comprennent que les femmes, selon la loi de 98 sur le foncier, ont un accès équitable au même titre que l'homme. Donc on ne peut pas comprendre qu'on ait des cas de drosse, parce que c'est un cas de drosse. Mais un cas de drosse, c'est un cas de violence. C'est une violence qui est faite aux femmes que de l'exclure de l'héritage, que de ne pas lui donner de façon durable la terre. Je termine aussi sur un autre élément. La famille qui est censée être notre premier rideau protecteur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les femmes meurent parce qu'elles sont femmes. Les cas de féminicide qui font leur montée en puissance, les défis émergents. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, quand je regarde, on parle d'homicide, homicide volontaire, homicide involontaire. Ce que nous souhaitons, c'est un plaidoyer, c'est que le féminicide soit intégré comme une infraction à part entière dans le code pénal dans le code pénal ivoirien. Tout simplement parce que on n'a pas une base statistique, parce qu'il n'y a pas de traçabilité des cas de féminicide. Je vous ai dit au niveau du ministère de la Femme, c'est 6 catégories de VBG. Les féminicides n'y sont pas. Les violences numériques sont également un défi émergent. Il en a parlé. Mais c'est grave. Parce que quand vous parlez de violence en ligne ou violence numérique, ce sont des violences basées sur le genre, facilitées par les technologies. Et c'est la vitesse, c'est l'anonymat et c'est la destruction des femmes qui veulent utiliser l'espace numérique pour pouvoir
créer de la visibilité, se positionner durablement et exprimer leur leadership féminin. Malheureusement, ça devient un continuum. L'espace numérique est devenu un continuum de l'espace physique qui vient marginaliser encore une fois les femmes, alors, les exclure de cet espace. Tout ça veut dire qu'il y a danger, il faut donc agir. Vous êtes, en plus d'être avocat, vous êtes député. C'est quoi le rôle que doivent jouer les parlementaires dans ce contexte de défense des droits humains finalement? Là, justement, les parlementaires ont toujours joué leur rôle. Je vous ai dit effectivement en prenant des lois. Le parlementaire, son rôle, il a 4 rôles, 4 fonctions. Il va voter des lois, donc prendre des lois, soit sur proposition ou bien effectivement sur projet. Il va contrôler l'action du gouvernement, il va évaluer les politiques publiques. Je pense qu'il est en train de dire effectivement le sociologue, parce que nous avons des provenances professionnelles diversifiées au niveau du Parlement, et le Parlement prend des initiatives. Et je pense que la lecture qui est faite par mon co-débatteur est une lecture assez importante. Il nous appartient de nous en approprier pour que le Parlement puisse, dans son office, regarder de près de telles observations pour le bonheur effectivement de notre République. Mais au demeurant, et il a dit, nous avons, parce qu'on parle de violence effectivement basée sur le genre, on pense généralement à la violence physique. Oui. Et c'est malheureux. La violence psychologique, elle est plus dangereuse. Avec les harcèlements, c'est plus dangereux. Vous savez, les cas d'homicide, les cas de suicide sont très souvent tributaires de ces violences psychologiques. Une jeune fille qui découvre sa nudité sur Internet, à la suite d'une intimité qu'elle a eue avec un jeune homme, qui lui fait du chantage et qui est exposé sur les réseaux sociaux. Mais elle connaît sa réalité familiale, elle ne pourra rien faire d'autre si ce n'est que de donner la mort. C'est ça. Donc les réseaux sociaux constituent un danger. Et c'est pour cela que le Parlement, en toute responsabilité, a légiféré sur ces genres d'infractions et qui sont sévèrement punis. Mais je pense qu'au-delà de la punissabilité, il appartient aux uns et aux autres de s'approprier du moins la sensibilisation de notre jeunesse. Et c'est pour cela que les jeunes doivent être sensibilisés davantage au service civique. Et je voudrais même féliciter le ministre de la Jeunesse qui a eu cette volonté de rééduquer les jeunes à être de bons citoyens. Parce qu'à la fin de la journée, on note que les familles ont démissionné. C'est une cause. Les familles sont en train de se désengager. Les pères et mères sont en train de fuir les responsabilités. Il faut un cadre pour mettre chacun devant ses responsabilités et à l'État de créer de bons citoyens. C'est pour cela que pour moi, la seule manière de combattre ce fléau, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Parce que la répression n'est pas toujours efficace. Même quand vous avez votre enfant, chaque fois que vous tapez dessus, à la fin de la journée, il dira, c'est pour faire quoi? C'est pour me taper dessus. Ouais. Or, en éduquant, en lui montrant les dangers, l'enfant finit par comprendre la réalité, la nécessité de se conduire ainsi que vous avez souhaité. Alors, M. Coulibaly, la répression n'est pas toujours efficace. Il faut sensibiliser, il faut éduquer. Ce sont les mots de Maître Ben Meïté. Pour vous, c'est quoi le chantier le plus urgent quand on parle aujourd'hui de défense des droits humains? Nous sommes en 2025. Alors, nous sommes en 2025. Une parenthèse sur les violences numériques. Aujourd'hui, statistiquement, selon les dernières données de l'ANSSI, donc de la PLCC, nous sommes à 12 100 incivismes numériques. Eux, ils qualifient ces nudes, partage de nudes et autres, c'est-à-dire ils ont été saisis. On a 12 100 incivismes, cas d'incivisme numérique. Donc, pour vous dire que c'est une réalité, les violences numériques. Malheureusement, ce n'est pas encore dans la typologie des VBG, soit dit en passant. Et puis, un gros chantier, et Maître Ben Meïté Abdoulaye me donne l'opportunité de revenir là-dessus. Un gros chantier, c'est que les communautés soient informées et sensibilisées sur le rôle des députés. Quel est le rôle des députés? Est-ce qu'on connaît le rôle d'un député? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, on a des personnes dans ce gouvernement qui sont députés, des personnalités qui sont députés, maires, ministres. Alors, pour
la communauté, pour la population, ça peut s'apparenter à un cumul de postes. Maintenant, lorsque tu es député, tu es maire, finalement, la population s'attend à ce que tu poses des actes tangibles, concrets. Ce qui fait que les populations sont prises en otage. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une gouvernance démocratique où le citoyen doit être lucide. En toute lucidité, il doit exprimer son suffrage. Mais lorsque on approche les joutes électorales, on voit des personnes qui n'y allaient jamais venir avec des motos, les aligner, venir avec des sacs de riz. C'est l'argent qui pilule. On ne connaît pas la provenance. Mais un député, c'est pas son rôle. Il vient de donner tout de suite le rôle d'un député. Est-ce que le rôle d'un député, c'est d'aller construire des écoles? Est-ce que le rôle d'un député, c'est d'aller construire des centres de santé? Non. Le rôle d'un député, effectivement, tout ce qui se passe à l'hémicycle, il retourne dans sa base ou sur son terrain, il va informer, il va donner les nouvelles. Donc le lien avec les droits de l'homme? Mais attendez, les droits de l'homme sont foulés aux pieds. Si l'expression du suffrage, je veux dire pendant les joutes électorales, est impactée par le jeu flou de nos députés, il y a problème. Tu es député, tu es maire, tu es ministre. On ne sait plus finalement, quand tu arrives, tu viens avec quelle casquette. Le plaidoyer que nous faisons, c'est de faire en sorte que le député reste dans sa fonction. Il faut que le député reste dans sa fonction, l'agent de développement reste dans sa fonction. Il faut une séparation. Parce que le peuple, malheureusement, je pense que le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, il avoisine pratiquement les 50%. Je pense que nous sommes victimes de son ignorance. Il y a des progrès, vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Maître Ben Meïté, c'est quoi les progrès ou les réformes institutionnelles qui pourraient venir accélérer ces progrès dont on parle en ce qui concerne la défense des droits humains? Alors moi je pense qu'on ne parle pas de droits humains s'il n'y a pas de paix. Donc je pense qu'il faut créer, il faut continuer avec cet environnement de paix. C'est pour ça que je voulais lancer un appel aux acteurs politiques à privilégier ce qui nous est cher à tous, la paix. Et sans la paix, rien ne peut avancer. Et ensuite, il faut, comme il a dit, parce que tous les Libyens sont concernés, il faut que chaque acteur reste dans son domaine. Il faut que chaque acteur politique et institutionnel soit pénétré des objectifs, des attentes légales de son domaine. Parce que ceux qui occupent les postes institutionnels ou politiques doivent d'abord incarner des valeurs. Ils doivent être des exemples. Ce qu'il dit n'est pas faux. Vous avez dans une circonscription donnée, le député, il est maire. Donc, dans la conscience collective, en tant que maire, il pose des actes de développement. Il finance des projets, il finance effectivement des jeunes, il construit des centres de santé. Il est maire en tant que maire. Et lorsque, à côté, il n'y a qu'un député, il n'est que député. Donc, il est tenu effectivement des obligations légales qui sont effectivement les siennes. Notamment, voter la loi, consentir à l'impôt, contrôler l'action gouvernementale, évaluer les politiques publiques, voici les 4 missions. Mais les deux populations, qui sont les deux circonscriptions, comment ils comprennent que le député de la zone X puisse construire des écoles, des dispensaires, financer des projets, aider des jeunes à s'insérer, et le député Y, qui n'est pas maire, qui n'arrive à rien faire, on trouve qu'il est mauvais député. Donc, et il est sanctionné. Il est sanctionné. Dans les urnes. Dans les urnes. Lorsqu'une personne vient, bon, on ne sait pas d'où vient effectivement la provenance de l'argent qu'il emporte. Lorsqu'il vient avec une valise, il fait des dons, tout ce que vous pouvez imaginer. Naturellement, il devient effectivement le bon candidat. Je pense qu'il faut, à un moment donné, qu'on s'arrête, qu'on s'interroge, qu'on interroge nos lois en relation avec nos pratiques. Et pour chuter sur la question que vous avez posée, je pense que ce progrès en matière de droits de l'homme, de développement, passe inéluctablement par la prise de conscience. Il faut que les populations prennent conscience sur leurs droits. Et une fois la conscience est prise, mais il faut qu'ils comprennent aussi leurs devoirs. Parce que quand on parle de droits de l'homme, je peux dire aussi qu'il a des devoirs de l'homme. Parce que les droits, nous avons tous des droits à l'égard de l'État. Mais nous avons des obligations. Mais généralement, les citoyens revendiquent leurs droits.
mais ils ne veulent pas se soumettre à leurs obligations. Ils revendiquent leurs droits, Oui, mais beaucoup ne connaissent pas véritablement leurs droits. Comment est-ce qu'on arrive à vulgariser ces droits humains-là auprès des populations? Oui, mais moi je pose fondamentalement le problème de la citoyenneté. Exactement. Aujourd'hui, on a une montée en puissance de l'incivisme en Côte d'Ivoire. Regardez dans le domaine du transport. Regardez même à l'école. C'est vrai que ces dernières années, ça va, parce qu'il y avait les congés anticipés, mais tout ça, c'est fait preuve d'incivisme. Mais ce qu'on voit, regardez nos forces de défense. À un moment donné, on avait parlé de raquettes. Tout cela. Mais ce que je veux dire, je mets ça en lien avec les crises successives qu'on a connues en Côte d'Ivoire. À l'époque, on nous formatait pour qu'on soit dans la méritocratie. Exactement. Dans l'excellence. Mais depuis qu'on a connu toutes ces crises, il y a eu une crise de modèle. Ah ouais. En Côte d'Ivoire, il y a une crise de modèle. Il y a une crise de valeur. Sous l'angle sociologique, ça pose problème. Parce que c'est comme si on avait détruit nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui ont travaillé et d'autres, par concours de circonstances, ont utilisé l'ascenseur social. Et aujourd'hui, ce sont eux qui profitent de cette manne qu'est la croissance économique, qui d'ailleurs n'est pas toujours redistribuée équitablement. C'est aussi un problème de droits de l'homme, il faut le dénoncer. Et ce que je voulais dire, la citoyenneté doit être responsable. Parce que dans ce pays, j'ai vu une opposition qui appelle à la sédition. J'ai vu une opposition qui appelle au renversement des institutions. Mais on ne peut pas être citoyen responsable, quel que soit le cas de figure, et appeler à une sédition. Donc pour moi, il faut qu'on revienne à la citoyenneté, mais cette citoyenneté active mais responsable. Et je voulais chuter sur la corruption. Il faut qu'on en parle, c'est aussi un problème, un fléau pour les droits humains. Au moment où on dit, on a aujourd'hui 35% à peu près de pauvreté, on se retrouve avec des personnes dont on ne connaît pas la provenance de leurs ressources, qui se promènent dans des bolides en Côte d'Ivoire, qui ont des immeubles à n'en point finir, et ce sont des personnes qui sont certainement dans des réseaux de blanchiment d'argent, ne sait-on jamais. Mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'on a la haute autorité. C'est vrai qu'on est classé 87e sur 180 pays. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais nous étions sur la liste du Gafi. On nous dit que tout va bien. Mais la corruption est un défi des droits de l'homme. Il faut qu'on cherche la traçabilité des ressources que certains influenceurs engrangent, que certains politiques engrangent. On connaît les salaires. Moi, j'ai été conseiller technique d'un ministre que je ne citerai pas. Je connais l'environnement institutionnel, mais il y a des salaires qui ne peuvent pas nous permettre d'avoir ces trains de vie. Donc c'est aussi une question de droits de l'homme. Ayons peur du peuple qui ne parle pas, qui finit par s'agacer de la politique, parce que cette politique ne fait plus rêver. On a un champ politique violent. Si vous voyez qu'on a très peu de jeunes qui s'y engagent, on a très peu de femmes qui s'y engagent, on a finalement laissé l'arène politique aux analphabètes. Monsieur Koulibaly, vous parlez Parce que les intellectuels ne sont pas dans le champ politique, il faut le dire, et c'est une question des droits de l'homme. Les intellectuels ne sont pas dans le champ politique, mais nombreuses sont les populations qui ne connaissent pas véritablement également leurs droits. À ceux-là, comment est-ce qu'il faut les sensibiliser? Comment est-ce qu'il faut valoriser ou vulgariser ces droits humains-là à l'ensemble de ces populations? Je vous réponds. La société civile. Pour moi, la société civile est un acteur de dialogue politique et social. Il faut que l'État, qui le fait déjà, intensifie la collaboration avec la société civile, qui est un levier de proximité. Ce levier de proximité-là pourrait permettre justement d'éduquer toutes les communautés à la citoyenneté active et responsable. C'est vrai qu'on finance les partis politiques, mais depuis combien d'années, qu'est-ce que les partis politiques nous ont apporté, si ce n'est que la guerre? Mais finançons aussi les organisations de la société civile qui font un travail remarquable dans ce pays, mais ils ne sont pas financés. Et il y a eu une dernière loi sur la société civile, parce qu'il y a eu la loi de 60 qui est obsolète. Il y a eu une nouvelle loi, mais le contenu, malheureusement, je suis au regret de vous le dire, pose problème. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui voient leur liberté, comment dire ça, reprimée, bâillonnée. C'est comme s'ils étaient bâillonnés. Et donc, le baromètre aussi de l'État,
c'est la loi qui encadre les organisations de la société civile. Donc les organisations de la société civile doivent pouvoir être force de proposition. Mais je ne parle pas d'une société civile qui appelle à la sédition, qui appelle au renversement des institutions de l'État. Voilà. Je parle d'une société civile responsable et c'est un plaidoyer. On va terminer cette émission avec Maître Ben Meïté. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui affirment que les droits humains sont un concept éloigné du quotidien des Ivoiriens? Alors, vous savez, on a le sentiment que c'est avec l'avènement de la loi occidentale, la loi au sens occidental du terme, qu'on a découvert les droits de l'homme. Les droits de l'homme existent en Afrique, oui, exactement. Mais depuis longtemps. Nous sommes effectivement un peuple qui a codifié la vie sociale, sa vie sociale, même avant même les Occidentaux. Parce qu'il y avait, du moins, les perceptions orales. Il y avait des valeurs. Vous savez, j'ai le sentiment, et c'est mon sentiment personnel, tout le monde est pénétré des questions des droits de l'homme, généralement. Chacun sait, dans un village, quand vous vivez même dans des cases, vous savez qu'il ne faut pas rentrer dans la maison du voisin sans son consentement. Vous savez que le puits commun ne doit pas être effectivement l'objet de dépôt de déchets. Vous savez qu'il faut balayer devant sa porte. Vous savez que votre vêtement doit être propre. La femme sait qu'elle doit respecter son mari et son mari sait qu'il doit être égal à sa femme. Donc des droits sont connus. Mais nous sommes confrontés, comme il a dit, à une véritable crise de valeurs. Nous avons une crise de modèle. Quand moi je partais à l'école, au lycée, l'élève le plus adulé était le plus brillant. Avec qui tout le monde voulait devenir ami. C'est ça. Vous avez connu cette époque-là également. Exactement. Quand j'ai passé le baccalauréat, avoir son baccalauréat, mais c'était, moi j'ai eu le bac sous le ministre Kipré. Mais c'était un bac que tout le monde recherchait. Mais aujourd'hui, quelle est la valeur de l'enseignant? Comment l'enseignant est perçu? Moi, mon enseignant de CP1, mon maître de CP1, je l'ai fait rechercher. Tellement il m'a marqué l'esprit. Mais heureusement, quand j'étais avocat stagiaire, une fois, soit dit en passant, j'ai rentré avec ma toge, j'étais dans la cour des tribunaux, et je l'ai vu. Quand je l'ai vu, je suis allé vers lui, il ne m'a pas reconnu. Donc, je me suis surpris dans ma toge, croisé les bras, pour dire bonjour, monsieur. Alors, c'est à lui de répondre, ah, maître, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je vous connais. Il dit, vous ne me connaissez pas, vous m'avez enseigné. Il dit, ah ouais? Je venais de plaider un flagrant délit où j'avais eu 400 000 francs. Donc, un soir, un vendredi soir. Donc, je me suis présenté à lui, mais il m'a reconnu vite fait, à travers ma mère. Quand il a dit le nom de ma mère, il dit, ah oui, d'accord. Mais je l'ai pris, je l'ai déposé au 220. Les 400 000 francs que j'avais eu, je lui ai remis, je lui ai dit merci. Mais après, je l'ai perdu de vue. Quand j'ai été élu député à Kani, j'ai fait construire, j'ai renoncé à mon salaire de député pendant 4 ans. C'est une très belle histoire, mais je vais vous accorder une minute parce qu'on est en train de terminer l'émission. En posant la première pierre, j'ai demandé à quiconque le retrouverait. Mais des années après, le monsieur est décédé. Il a laissé un message à sa femme que son corps m'appartenait. C'est les valeurs. J'ai été là-bas avec des amis de classe pour aller à l'enterrement. Ce sont ces valeurs qui sont en perdition. Je pense qu'il faut interroger. Il faut interroger la société ivoirienne. Il faut la réconcilier avec nos valeurs. Maître Ben Meïté, vous êtes avocat et président du réseau des parlementaires pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Merci pour votre contribution à cette émission. Monsieur Ghislain Koulibaly-Pélibien, sociologue et spécialiste en genre et masculinité positive. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Merci. En cette journée internationale des droits de l'homme, au lendemain des 16 jours d'activisme, notre débat du jour rappelle une évidence, les progrès existants, mais les défis subsistent également. L'essentiel, c'est de continuer à regarder la réalité en face, à renforcer les mécanismes, mais surtout à placer l'humain au centre de toutes les décisions. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur cette info.